Nous sommes un lundi. La ville remue derrière son écran de brouillard. Les gens se rendent au travail comme les autres jours. Le 20 février de cette année-là ne fut pas une date comme les autres. Pourtant, la plupart avaient passé leur matinée à bûcher, plongés dans ce grand mensonge décent du travail, avec ces petits gestes où se concentre une vérité muette, convenable, et où toute l'épopée de notre existence se résume en une pantomime diligente. Ils étaient 24. 24 par-dessus, noirs. 24 costumes, 3 pièces. Et le même nombre de pantalons à pièces, avec un large ourlet. Gustave Krupp fit une halte sur le palier et lança un mot de compassion à Albert. Un petit apophthegme sur la vieillesse. Enfin bref, fit montre de solidarité. Wolf Dietrich lambina un moment près de la porte-fenêtre. Il échappe un instant à la basse cuisine du monde, entre les balles de coton flanochant. À quelque part, téléphone Opel. Encore un dont la famille s'était lancée vers nous depuis le fond des âges, magistrat d'abord, et puis bourgmestre. Jusqu'à l'instant où Adam Opel, sorti des entrailles indéchiffrables de sa mère, avait conçu une merveilleuse machine à coudre. Une fois assuré le succès de ces machines à coudre, Adam Opel s'était lancé dans le vélocipède. Les entreprises ne meurent pas comme les hommes. La marque Opel continua de vendre des bicyclettes et puis des automobiles. La firme comptait déjà 1500 employés à la mort de son fondateur. Elle ne fit que croître. Une entreprise est une personne dont tout le sang remonte à la tête. Ainsi, ce 20 février 1933, la compagnie Opel est déjà une vieille dame. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un empire dans un autre empire, bien plus vieille que de nombreux États. Nous pourrions ainsi nous approcher de chacun des 24 messieurs. Nous trouverions la même petite porte. On
tirerait sur le cordon de la sonnette et on remonterait dans le temps où on aurait droit à la même succession de manœuvres, de beaux mariages, d'opérations douteuses, le récit monotone de leur succès. Ce 20 février 1933, Wilhelm von Opel, le fils d'Adolf, a rangé son vélocipède. Nous sommes au nirvana de la finance et de l'industrie. Quelques ombres remaillent leurs nœuds de cravate. On cause dans l'antichambre. Les 24 lézards se lèvent sur leurs pattes arrière et se tiennent bien droit. Au même instant, le président du Reichstag pénètre en souriant dans la pièce. C'est Hermann Göring. Mais cela n'est au fond qu'un événement assez banal. La routine politique et industrielle ont l'habitude de se fréquenter. Les 24 sphinx écoutent Göring attentivement. La campagne électorale qui s'annonce est déterminante. Il faut en finir avec l'instabilité du régime. L'activité économique demande du calme et de la fermeté. Et si le parti nazi obtient la majorité, ces élections seront les dernières. Un mouvement d'approbation parcourt la travée. Au même moment, le nouveau chancelier pénétra enfin dans le salon. Hitler et des sourires décontractés. Gustav Krupp se trouvait au premier rang, picorant d'un geste nerveux sa minuscule moustache. Ils écoutèrent le fond du propos, ce résumé à ceci: il faut en finir avec un régime faible, éloigner la menace communiste, supprimer les syndicats et permettre à chaque patron d'être un Führer dans son entreprise. Mais pour faire campagne, il fallait de l'argent. Or, le parti nazi n'avait plus un sou vaillant. La majorité des invités versa donc aussitôt quelques centaines de milliers de marques. Et on récolta ainsi une somme rondelette. Cette réunion du 20 février 1933, dans laquelle on pourrait voir un moment unique de l'histoire patronale, une compromission inouïe avec les nazis n'est rien d'autre pour les groupes, les Opel, les Siemens, qu'un épisode assez ordinaire de la vie des affaires, une banale levée de fonds. Toutes survivantes au régime. Il faut désormais appeler ces hommes par leur nom. Car Gunther Kant est un cryptonyme. Il dissimule tout autre chose que le gros bonhomme en train de se coincer les moustaches. Ouais, surplombant de toute sa puissance. Féroce, anonyme, la figure de Kant, et lui donnant cette rigidité de masque, mais d'un masque qui collerait au visage mieux que sa propre peau. On devine au-dessus de lui
une statue de pierre, accumulator reine, fabrique, âgée. Après quand ses fils et les fils de ses fils s'assiéront sur le trône. Ainsi, les 24 s'appellent BASF, Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Alliance, Telefunken. Ils sont là parmi nous, entre nous. Ce sont nos voitures, nos machines à laver, nos produits d'entretien, nos radios, réveil, l'assurance de notre maison, la pile de notre monde. Ils sont là partout, sous forme de choses. Notre quotidien est le leur. Et les 24 ne sont rien d'autre que leurs mandataires, le clergé de la grande industrie. Ce sont les prêtres de Ptah. Et ils se tiennent là, impassibles, comme 24 machines à calculer aux portes de l'enfer. Lord Halifax, tout comme les 24 grands prêtres de l'industrie allemande, devait en savoir un bout sur Grimm. Et pourtant, Halifax ne tique pas. Il ne lui semble pas bizarre ce type, lyrique et truculent, antisémite notoire, bardé de décorations un peu curieuses, cette promenade au cours de laquelle on les aperçoit tous deux. Il a sûrement entendu parler des immenses circuits de petits trains pour enfants dans le sous-sol de sa maison. Il l'a peut-être même vu lâcher brusquement le volant de sa décapotable et crier dans le vent. Il a été jusqu'à laisser entendre à Hitler que ses prétentions allemandes sur l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie ne paraissaient pas illégitimes au gouvernement de Sa Majesté, à condition que cela se déroule dans la paix et la concertation. Il n'est pas farouche, Halifax. Mais je trouve pas ça drôle. L'aristocrate anglais, le diplomate, qui se tient fièrement debout derrière sa petite rangée d'ancêtres, sourds comme des trombones, cons comme des buses, bornés comme des fields. Voilà qui me laisse froid. Personne ne pouvait ignorer les projets des nazis, leurs intentions brutales. L'incendie du Reichstag, l'ouverture de Dachau, la stérilisation des malades mentaux, la nuit des longs couteaux, les lois sur la sauvegarde du sang et de l'honneur allemand. Le 12 février 1938, Schuschnigg, le petit dictateur autrichien, est convoqué pour une rencontre avec Adolf Hitler. Il arrive à la gare déguisé en skieur,
La limite de son voyage est un séjour au sport d'hiver. La fête à Vienne bat à son plein ses carnavals. Les dates les plus joyeuses chevauchent ainsi les rendez-vous sinistres de l'histoire. Ainsi, pendant que l'Autriche agonise, son chancelier, déguisé en skieur, s'éclipse de nuit pour un improbable voyage. Et les Autrichiens font la fête. Sa rêverie se mêle aux flocons de givre. Il a l'impression d'être au bord de la vérité. Les manœuvres les plus brutales nous laissent sans voix. On n'ose rien dire. On dit le contraire de ce qu'il faudrait dire. Le portail s'ouvre et se refait. Les portes du bureau d'Adolf Hitler se referment. Derrière le chancelier d'Autriche. Schuschnigg a l'impression d'être tombé dans un horrible piège. Schuschnigg tourne la tête et admire la vue. Aussitôt, Hitler le remballe. Nous ne sommes pas ici pour parler de la vue, ni du temps qu'il fait. Dans un élan désespéré de sa bonne foi, le chancelier autrichien déclare avoir mené ces dernières années une politique allemande, résolument allemande. C'est là qu'Adolf Hitler l'attendait. L'Autriche n'a jamais rien fait qui ait servi le Reich. Son histoire est une suite ininterrompue de trahisons. Soudain, Schuschnigg est seul dans le grand ciel d'hiver. La fenêtre devient immense. Désespérément dans sa mémoire un exemple de la fameuse contribution autrichienne à l'histoire. À toute vitesse, dans le plus grand désarroi, il fouille les poches des siècles, mais sa mémoire est vide, le monde est vide, l'Autriche est vide, et les yeux du Führer le fixent obstinément. Alors que trouve-t-il, pressé par son désespoir? Beethoven. Il trouve le bon Ludwig van Beethoven, le sourd, irascible, le républicain, le solitaire désespéré. Il va chercher un musicien contre le délire. Il va chercher la 9e symphonie contre la menace d'une agression militaire. Il va chercher les 3 petites notes de la Passionata pour démontrer que l'Autriche a bien joué un rôle dans l'histoire. Beethoven est né à Bonn. Et Bonn,
Quelle que soit la manière dont on s'y prend, même si on tire discrètement la nappe, même si on fouille toutes les annales de l'histoire, Bonn n'a jamais été une ville autrichienne. C'est vrai, bredouille Chouchnik, mais il est autrichien d'adoption. Il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir ce que l'on souhaite, la peur. Oui, ici, c'est la peur qui règne. Chouchnik fume. Il fume. Clope sur clope. On lui présente un nouvel accord entre les deux pays qui exige que Sesselka, un nazi, soit nommé ministre de l'Intérieur avec les pleins pouvoirs. Il exige ensuite l'amnistie de tous les nazis emprisonnés en Autriche, criminels compris. Il exige la nomination du nazi Glaise Horstenau comme ministre autrichien de la guerre, en échange de quoi sublime concession. L'Allemagne renonce à toute immixtion dans la politique intérieure du pays. On croit rêver. Le corps d'Hitler dut pénétrer les rêves et les consciences. Ainsi peut-être qu'au moment où le sort du monde réside un instant entre les mains de Kurt von Schuschnigg, Louis Souter était en train de dessiner avec les doigts sur une nappe en papier l'une de ces danses obscures des pantins hideux et terribles s'agitent à l'horizon du monde, ne parvenant plus à tenir de pinceau ou de plume pour dessiner à cause de l'arthrose. Presque aveugle, il se mit à peindre avec les doigts, juste en y trempant dans l'encre des cohortes de silhouettes noires, agitées, frénétiques. Il filme avec les doigts les spectres du monde entier derrière un pauvre corbillard. Schuschnigg regarda fixement Adolf Hitler. Il écrira plus tard: le Führer attirait les autres à lui par une force magnétique, puis les repoussait avec une telle violence qu'un abîme s'ouvrait alors que rien ne pouvait combler. On voit qu'il n'est pas avare d'explications ésotériques, Schuschnigg. Cela justifie sa faiblesse, car finalement, Schuschnigg céda. Quand les gangsters ou les fous furieux sourient
Il est difficile de leur résister. On veut en finir au plus vite avec la source de ces malheurs. On veut la paix. Durant les jours qui suivirent, l'armée allemande s'adonna à des manœuvres d'intimidation, simuler les préparatifs d'une invasion. Voilà qui est extraordinaire. On a certes déjà connu toutes sortes de feintes dans l'histoire militaire, mais celle-là est d'une autre nature. C'est une simple manœuvre psychologique, une menace, une entreprise de théâtre. On a dû faire ronfler les moteurs, vrombir les hélices, mais dans le bureau de Miklas, la peur monte. Les Autrichiens s'imaginent que les Allemands s'apprêtent bel et bien à les envahir. On imagine alors toutes sortes de folies. Non mais qu'on lui donne sa ville natale, sa maison natale et qui nous fiche la paix. Chouchnik ne sait plus quoi inventer pour garder son petit trône, craignant l'imminence de l'agression allemande. Il supplie Miklas d'accepter l'accord et de nommer Seyss-Inquart ministre de l'Intérieur. Après tout, c'est un nazi modéré, un véritable patriote. Oui, ils ont fait des études de droit tous les deux. Et puis ils aiment la musique, follement. Ce sont des admirateurs de Bruckner. Et ensemble, ils évoquent son langage musical. Ils parlent de sa vie de piété et de modestie. Les lunettes de Chouchnik sans but, sa voix sans roue. Seyss-Inquart relève ses petites lunettes de scarabée et rumine de longues phrases en rasant les fenêtres. Il raconte qu'Antoine Bruckner, durant ses longues, très longues et monotones promenades, comptait les feuilles des arbres que dans une sorte d'acharnement secret et stérile, il passait d'un arbre à l'autre et voyait avec angoisse croître le nombre qui le tourmentait, mais il dénombrait aussi les pavés. Il comptait les poils de son chien, les cheveux des passants, les nuages dans le ciel. C'était une sorte de feu qui le consumait. Bruckner isolait ses thèmes musicaux par des ricanements de silence. On y trouve murmure Seyss-Inquart, des particularités d'enchaînement obéissant à un soubassement logique, si ferme, si implacable, qu'il lui fut presque impossible d'achever sa 9e symphonie. Il a laissé derrière lui mais jusqu'à 17 versions d'un même passage. Chouchnik devait être fasciné par ce délirant système fait d'hésitation et de repentir. En tout cas, ça marche. Miklas, reclus dans son palais présidentiel, cède à son tour. Seyss-Inquart est nommé ministre de l'Intérieur et les SA défilent. Chouchnik s'énerve. Cet accord forcé lui est resté en travers de la gorge. L'Autriche demeurera indépendante. Chouchnik, le petit dictateur autrichien, joue sa dernière carte. Qui a dansé sur le cadavre de la liberté ne peut pas espérer qu'elle vole soudain à son secours. Alors Chouchnik lance
aussitôt une proposition de plébiscite sur l'indépendance du pays. Ouh. Hitler est fou de rage. Une couleuvre glisse dans les ténèbres. Vers 10 heures, tandis que Albert Lebrun, président de la République française, paraphe un décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée Julienas, et puis on prend un autre fixant le budget de la loterie nationale pour l'exercice à venir, le chancelier Schuschnigg reçoit un ultimatum de la part d'Adolf Hitler. Soit il retire son projet de plébiscite, soit l'Allemagne envahit l'Autriche. Toute discussion est exclue. Il faut maintenant essuyer son maquillage et ôter son costume. Schuschnigg annule enfin le plébiscite. Ouf! Tout va pouvoir continuer comme avant. Ah! Mais le monstre exige maintenant la démission de Schuschnigg. Et son remplacement par ses 5 quarts au poste de chancelier d'Autriche. Eh ben oui, rien que ça, mais quel cauchemar! Oh, mais ça s'arrêtera donc jamais! Et voilà qu'il capitule, Schuschnigg. Voilà qu'il dit oui à tout ce qu'on lui demande. Il suffit de pas le demander gentiment. Et il a dit non à la liberté des sociodémocrates fermement. Il a dit non à la liberté de la presse avec courage. Il a dit non aux réunions, non au droit de grève, non au maintien d'un parlement élu, non à l'existence d'un autre parti que le sien. Schuschnigg, l'intransigeant, l'homme du non, se tourne vers l'Allemagne et la voix étranglée, l'œil humide, le museau rouge, prononce un faible soulagé, au fond. Meurtri, c'est sûr, mais soulagé. Il vient donner sa démission au président de la République, Wilhelm Miklas. Mais là, surprise, voici que Miklas, qu'on avait nommé président de la République pour la galerie, voici donc que cette ganache de Miklas refuse sa démission. Ah bah merde alors! On passe un coup de fil à Göring. Il n'en peut plus de Göring, de ces crétins d'Autrichiens. Et voudrait bien qu'on lui foute la paix. Ah, mais Hitler ne l'entend pas ainsi. C'est curieux, comme jusqu'au bout, les tyrans les plus convaincus respectent vaguement les formes. Comme s'ils voulaient donner l'impression de ne pas brutaliser les procédures, tandis qu'ils roulent ouvertement par-dessus tous les usages. On dirait que la puissance ne leur suffit pas et qu'ils prennent un plaisir supplémentaire à forcer leurs ennemis d'accomplir une dernière fois en leur faveur les rituels du pouvoir qu'ils sont en train d'abattre. Alors Miklas, c'est pas un foudre de guerre, Miklas, mais quand même, c'est un type curieux. Alors qu'une simple pétoche est en train de gagner tout le monde. Tandis que Schuschnigg dit oui, oui, à tout bout de champ. Voilà que Miklas dit non. Il dit non à Adolf Hitler. Drôle de madame Miklas.
Lui qui était si falot, un simple figurant, président d'une république défunte depuis 5 ans. Voilà qui se revive. Un pauvre bougre peu, soudain, à l'écraser tout au fond de lui-même. Il y trouve une résistance absurde, un petit clou, une écharpe, et voilà que le type se cabre. Après des heures de pression, il finit par céder. Les nazis sont soulagés. Tandis que les nazis soulagés s'apprêtent à sabrer un mousseux chatoyant pour l'intronisation de ces 5 quarts, le bon Miklas les tire par la manche pour leur dire que s'il a donné son accord pour la démission de cette panouille de Chouchnik, en revanche, non, il refuse. Non, mais il refuse catégoriquement de nommer ces 5 quarts. Tant pis si ces 5 quarts n'est pas encore chancelier. C'est en tant que ministre de l'Intérieur qu'on va le mettre à contribution afin de pouvoir ordonner à la Wehrmacht de passer la frontière autrichienne sans trop laisser l'impression de transgresser les règles de droit. On demande à ces 5 quarts de bien vouloir inviter les Allemands dans son beau pays. Oui, oui, et de le faire vite. Et puis officiellement, on attend donc l'appel de ces 5 quarts. Le mousseux s'évente dans les flûtes. Hitler est fou de rage. Il attend depuis des heures, depuis des années sans doute. Alors à bout de nerfs, il donne l'ordre d'envahir l'Autriche. Tant pis pour l'invitation de ces 5 quarts, on s'en passera. Tant pis pour le droit. Tant pis pour les chartes, les constitutions, les traités. Tant pis pour les lois. Ces petites vermines normatives, abstraites, impersonnelles, les mêmes pour tous, traînées. On va envahir l'Autriche sans l'autorisation de personne. Le fait accompli n'est-il pas le plus solide des droits? Oui, on va envahir l'Autriche sans l'autorisation de personne et on va le faire par amour. Vers minuit, alors que les nazis se sont déjà emparés des principaux centres de pouvoir, que dans la ville de Vienne se poursuivent des scènes de folie, émeutiers, assassins, incendies, hurlements, juifs traînés par les cheveux dans des rues jonchées de débris, alors que les grandes démocraties européennes semblent ne rien voir, que l'Angleterre s'est couchée et ronronne paisiblement, que la France fait de beaux rêves, que tout le monde s'en fout. Le vieux Miklas, à contre-cœur, finit par nommer le nazi Césaire chancelier d'Autriche. Les grandes catastrophes s'annoncent souvent à petits pas.
Le lendemain, à Londres, Ribbentrop fut invité par Chamberlain pour un déjeuner d'adieu. Chamberlain, appelé le bailleur, s'était engagé juste avant la guerre, contre un prix, le loyer, à assurer à Joachim von Ribbentrop la jouissance paisible de sa maison d'Eaton Square. Ses activités de bailleur n'occupent dans l'histoire qu'une note de bas de page. Ribbentrop évoqua les plaisirs du tennis, puis il divagua sur le service et sur cette petite planète de caoutchouc recouverte de feutre blanc, la balle, dont la durée de vie est très courte, insista-t-il. Pas même celle d'un match. Et puis, il évoqua le grand Beethoven, qui servait comme un demi-dieu et avait régné sur le tennis des années 20 comme plus personne n'y parviendrait à l'avenir. Il avait un service boulet de canon, des mains énormes, mais Tilden était surtout un stratège. Et surtout, Beethoven était décontracté, mais suprêmement décontracté. Et pourtant, sur un court de tennis, il était monarque absolu. Mais surtout, il était resté number one jusqu'au bout. Dieu merci, le plat de résistance arriva. Churchill fit un compliment à la maîtresse de maison. L'ambassadeur du Reich semblait tout à son aise. Son attitude hautaine, accordée à un fond de servilité parfaite, l'avait propulsé au poste de ministre des Affaires étrangères et Hitler l'avait envoyé en Angleterre afin de faire du lobbying pour le Reich, de sonder les cœurs et de glaner de ci de là quelques informations. Au beau milieu du repas, comme le raconte Churchill dans ses mémoires, un envoyé du Foreign Office se fit introduire. Peut-être était-on en train de se partager une dernière cuisse de poularde, c'est donc entre deux tintements de fourchette que l'envoyé du Foreign Office remit discrètement une enveloppe à Sir Cadogan. Il y eut un silence gêné. On se remit lentement à parler. Ribbentrop susurra 2 ou 3 compliments à la maîtresse de maison. Chamberlain lut à son tour, d'un air embarrassé, la lettre apportée par l'agent du Foreign Office. Ribbentrop continuait son numéro de pipelette. Le dessert venait d'être servi, des fraises des bois cardinalisées. Mais Churchill, ouvrant l'un de ses gros yeux de cocker et le tournant vers Chamberlain, lui remarqua un pli sévère entre les yeux. Sur invitation de la maîtresse de maison, on passa au salon, on servit le café. Ribbentrop se saisit d'une flûte invisible postée au sommet de son invisible pyramide de verre et porta avec panache un toast.
Les Chamberlain manifestent leur impatience, mais poliment, on ne peut pas abréger comme ça une réception avec le ministre d'une puissance européenne. Il faut du tact, trouver l'occasion de se retirer. La cervelle est un organe étanche. Les yeux ne trahissent pas la pensée. Le corps entier est un poème dont nous brûlons et dont nos voisins ne comprennent pas un mot. Soudain, Chamberlain dit à Ribbentrop « Veuillez m'excuser, une affaire urgente m'appelle. » En prenant sur lui, c'était un peu abrupt. La discussion dura encore un long moment. Personne n'évoqua la note que Cadogan et Chamberlain avaient lue pendant le repas et qui flottait tel le véritable texte de cet étrange vaudeville. C'est que l'ancien acteur de théâtre amateur était en train de jouer l'un de ses rôles secrets sur la grande scène de l'histoire. Il sait tout faire, Ribbentrop, tout. Même étirer le plus longtemps possible un repas officiel et faire perdre à Chamberlain et au reste de son équipe le plus de temps possible. Ainsi, ils avaient éternisé ce repas, puis le café, puis les discussions dans le salon jusqu'à la limite du raisonnable. Pendant ce temps,